Catastrophisme, administration du désastre et soumission durable. Bienvenue sur le podcast Floraison. Moi c'est Lorenzo, stagiaire pour le blog. Voici quelques notes prises pendant ma lecture du livre Catastrophisme, administration du désastre et soumission durable, un livre de René Riesel et Chaim Semplun, publié aux éditions de l'Encyclopédie des nuisances. Alors, c'est un livre qui fait la critique du citoyennisme, de la décroissance, de toute l'écologie des experts et des étatistes. Et je dirais que l'idée centrale du bouquin, c'est que la catastrophe écologique est utilisée comme un prétexte et comme une arme de propagande au service du renforcement de l'État et de la réorganisation de la production capitaliste. C'est un livre qui dénonce l'idéologie catastrophiste, une sorte de progressisme sous crack et sa nature totalitaire. J'ai noté en lisant quelques réflexions et des arguments que je trouve vraiment intéressants et je les ai rangés en 3 parties qu'on va voir ici. Premièrement, de quel désastre parle-t-on ? Deuxièmement, qu'est-ce que le catastrophisme et puis à quoi sert-il ? Et enfin, des perspectives d'émancipation. Alors, c'est parti. De quel désastre parle-t-on ? Le désastre est notre avenir officiel. L'extinction finale vers laquelle nous entraîne la perpétuation de la société industrielle est devenue en très peu d'années notre avenir officiel. Les rubriques du catastrophisme ne manquent pas. Pénurie énergétique, dérèglement climatique, démographie, mouvement de population, empoisonnement ou stérilisation du milieu, etc. L'infernal catalogue des menaces est connu, prédit, chiffré, certifié et mis à jour en temps réel par les experts officiels. La catastrophe est un peu comme la bande-annonce, projetée en boucle sur tous les écrans, des temps à venir. Et c'est par l'administration de cette catastrophe que nous sommes à présent gouvernés. Il ne faudrait pas en conclure, évidemment, que la crise écologique totale est une pure fiction destinée à nous soumettre. Elle est réelle, elle est bien réelle, mais il s'agit de comprendre qu'elle est aujourd'hui utilisée comme une forme de propagande en faveur de l'organisation sociale existante. La société industrielle. Et pour les auteurs, le véritable désastre, c'est la société industrielle de masse elle-même. Et sa capacité à capitaliser sur ses nuisances présentes ou à venir pour justifier son propre développement, et même une accélération de ce développement. La société de masse ne pose jamais les problèmes qu'elle prétend gérer que dans les termes qui font de son maintien une condition sine qua non. Cela consiste à retarder son effondrement aussi longtemps que possible, en renforçant toutes les coercitions et en asservissant plus profondément les individus à la collectivité. Maintenant, dans ce contexte, qu'est-ce que le catastrophisme et à quoi sert-il ? Donc le catastrophisme, c'est une idéologie et accompagnée d'un programme politique. Le catastrophisme, c'est à la fois le conditionnement produit par les prédictions scientifiques des catastrophes à venir et à la fois le programme politique et technologique avec lequel l'État et l'industrie se présentent comme les seuls à pouvoir y répondre et en empêchant toute forme de résistance, puisque c'est eux qui ont formulé les termes du problème. Le catastrophisme étouffe par la propagande et l'embrigadement toute tentative d'affirmer une critique sociale
qui serait à la fois anti-étatique et anti-industriel. La catastrophe hypothétique fait écran au désastre en cours. En détruisant toutes les bases sur lesquelles elle repose, la société industrielle crée des conditions d'insécurité, de précarité de tout, telles que seul un surcroît d'organisation, c'est-à-dire d'asservissement à la machine sociale, peut encore faire passer cet agrégat de terrifiantes incertitudes pour un monde vivable. En fait, le catastrophisme qui annonce un hypothétique monde invivable fait écran au caractère invivable du monde actuel. Il représente sous forme de menaces ce qui est en fait une réalité déjà là. Des pratiques, des rapports sociaux, des systèmes de gestion et d'organisation, des nuisances, des polluants, des poisons, etc. Le règne des experts. Le programme actuel de tous les États, c'est la gestion calculée, raisonnée et scientifique de la société industrielle et des ressources par les experts, et l'optimisation de son fragile biotope terrestre. C'est ça l'écologie des experts. C'est le règne des experts, la dictature des savants. Pour survivre aux catastrophes annoncées, nous devons alors nous soumettre aux planifications des techniciens de l'administration des choses. Et ceux qui refusent de se soumettre sont considérés comme des ennemis. Quiconque refuse de se responsabiliser, de participer avec zèle à cette gestion citoyenne de la poubelle planétaire, démontre par là avoir le profil du terroriste en puissance. L'obsession pour les chiffres. Les représentations catastrophistes ont en commun de n'accorder le statut de connaissance qu'à ce qui est passé par le filtre de la quantification, des chiffres. Elles ne privilégient que les paramètres dont les effets semblent mesurables. Pourtant, l'essentiel du cours du désastre n'a jamais été secret. Il est là devant nos yeux. Inutile de fétichiser la transparence et la connaissance quantitative. Pas besoin de compteurs Gégère ou d'analyse toxicologique pour savoir combien le monde marchand est mortifère. Si bien qu'on peut dire que le catastrophisme, l'idéologie catastrophiste, en fait, c'est l'idéologie progressiste sous crack. Pour montrer ça, en fait, on va d'abord voir ce que c'est que la mentalité progressiste. Alors, c'est d'une part la foi en la capacité de la science et de la technologie à maîtriser rationnellement la totalité des conditions de vie. Et d'autre part, la nécessité que les individus se plient à une discipline collective propre à assurer le bon fonctionnement de la machine sociale. C'est-à-dire d'un côté, on a cette croyance qu'on va pouvoir tout maîtriser, tout contrôler, et d'autre, le besoin de discipline et de coercition. Et ces deux aspects, ces deux traits de la mentalité progressiste sont accentués par le catastrophisme. On retrouve les deux points. Donc d'une part, on croit à la possibilité de connaître tous les paramètres des problèmes environnementaux, de la catastrophe, et ainsi les maîtriser. Et d'autre part, on accepte comme une évidence que cette maîtrise passe par un renforcement des contraintes imposées aux individus. C'est à chaque fois le même fonctionnement. On peut et on doit connaître, contrôler et donc contraindre. Et la catastrophe vient exagérer ça, amplifier et par là même justifier. Pourtant, même si chaque progrès de la sécurisation a entraîné l'apparition de nouveaux dangers, de nouveaux risques, de fléaux, rien de tout cela n'ébranle le progressiste. Il est convaincu. Et on dirait au contraire que chaque nouvel échec de la sécurisation le renforce dans sa conviction d'une tendance générale vers le mieux. Son but est celui d'un contrôle total des conditions de vie. Et sous cet aspect, on peut dire que la science et la technologie moderne s'apparentent, en tant qu'organisation, à un mouvement de masse totalitaire.
aucun désastre ne suffira jamais à ramener à la raison un progressiste fanatisé. Il y verra au contraire un motif supplémentaire de renforcer le système technologique, d'améliorer la sécurisation, la traçabilité, etc. Représentation catastrophiste. Différentes représentations catastrophistes, différents scénarios catastrophes sont agités, et même s'ils n'appellent pas exactement les mêmes solutions, entre guillemets, ils ont globalement tous le même effet, c'est-à-dire un renforcement du règne des experts et donc de l'État, comme on l'a vu. Alors on va voir 5 différents scénarios catastrophes. Le premier, c'est le scénario apocalypse. Alors avec celui-ci, de toute façon, tout est foutu. L'espèce humaine va disparaître, nous sommes des condamnés en sursis, et on n'en a plus pour très longtemps de toute façon, donc acceptons notre sort, et puis profitons comme on peut. Carpe diem. Ouais, alors il y a le scénario réchauffement climatique, qui a engendré notamment le mouvement climat. Donc un effet rassurant de ce scénario climatique, c'est qu'il réduit de nombreux désastres et nombreux dangers à un seul facteur unique, le dioxyde de carbone, une molécule. Et en fait, ce scénario permet de promouvoir tout un éventail de solutions, entre guillemets, qui en appellent à la fois à l'État, à l'industrie, à la discipline individuelle du consommateur, conscient et responsabilisé avec son bilan carbone. On a le scénario épuisement. Alors là c'est la pénurie. On va manquer plein de trucs. On va manquer d'énergie, on va manquer d'eau, de terre, en fait on va manquer de tout. Et c'est le moment de rationner, puisqu'on va pas changer le système. Donc on va bien tout mesurer, tout rationner, et c'est-à-dire plus d'État, plus d'industrie, plus de contrôle, etc. Voilà, toujours le même truc. Le scénario empoisonnement. Donc là, on a toute une variété d'experts et de contre-experts qui répertorient l'empoisonnement général du milieu vital. Et cela entraîne une responsabilité obsessionnelle pour préserver une santé qui est pourtant largement hors d'atteinte. Et cela permet aussi de faire tourner un vaste secteur de la production marchande. Il y a tout un marché, les aliments bio, la parapharmacie, il y a plein de choses. Et cette obsession permet de s'aveugler devant le désastre. Et puis il y a le scénario chaos, chaos plutôt géopolitique. Donc ce scénario, il se concentre sur une dislocation sociale et géopolitique à venir, des conflits possibles, toutes sortes de guerres. Et puis il apporte pas vraiment de solution, à part toujours une bonne gouvernance, donc c'est-à-dire un bon état, on fait toujours la même chose. Et puis pour clôturer un peu tout ce que représente le catastrophisme, à la fois en tant qu'idéologie et programme politique, on a l'état d'urgence écologique. Alors là, appeler de ses voeux l'état d'urgence écologique, comme le font tous les étatistes de gauche et autres citoyennistes, en fait ça revient plus ou moins à confier les pleins pouvoirs aux experts. L'état d'urgence écologique, c'est un programme de survie intégralement administré. Et il faut que chaque aspect de la vie, chaque détail de comportement soit transformé en objet de contrôle étatique, encadré par des normes, des règles, des prescriptions, pour répondre scientifiquement aux problèmes. L'état d'urgence écologique est à la fois une économie de guerre qui mobilise la production au service d'intérêts communs définis par l'État et une guerre de l'économie contre la menace de mouvements de protestation qui en viennent à la critiquer sans détour. L'état d'urgence écologique, c'est une guerre menée par la bureaucratie contre la nature détraquée. Et comme toutes les guerres de l'histoire moderne,
elle permet d'accélérer la fusion de l'économie et de l'État. Et en plus, c'est pas comme ça que le problème va être réglé. Et maintenant, troisième partie, les perspectives d'émancipation. C'est aux individus réfractaires à cette société industrielle de masse que s'adressent les auteurs du livre. Des individus qui n'excluraient pas par principe de s'associer pour lutter contre cette sursocialisation. Alors, l'aliénation. On peut poser la question... si les gens ne se révoltent pas contre ces conditions d'existence, en tout cas si une majorité de gens ne se révoltent pas, c'est peut-être qu'ils les aiment, ces conditions d'existence. Évidemment, pas vraiment, et en tout cas, ça ne le prouve pas. C'est pas parce que les gens ne se révoltent pas massivement contre ça qu'ils aiment. Et c'est d'ailleurs toute la question du consentement, de la captivité, de l'emprise, de la dépendance. En fait, c'est la question de l'aliénation. Est-ce qu'on peut dire qu'un prisonnier aime sa cellule, et qu'il aime sa prison, quand il n'a connu qu'elle toute sa vie durant, et qu'il ne peut pas s'en échapper? En tout cas, qu'il ne voit pas d'issue possible. Pas vraiment. Les gens n'ont aucune autre existence à aimer que celle-ci. En compensation des tourments de la compétition permanente, la société leur fournit les psychotropes pour les endurer, et ils espèrent qu'elle perfectionnera les contreparties en échange desquelles ils ont accepté de dépendre d'elle en tout. Mais aussi, un arrêt de la machinerie de la vie artificielle est presque impossible à imaginer pour les habitants de ce monde clos, si bien que c'est le perfectionnement de cette machinerie qui paraît plus réaliste, entre guillemets, que son démantèlement. D'ailleurs, vous savez, il y a cette expression un peu à la mode qu'on entend souvent, on imagine plus facilement la fin du monde que la fin du capitalisme. Du coup, au regard de ce qu'on vient d'analyser ici sur l'idéologie catastrophiste et les représentations, finalement, c'est plus exactement ça. Et on pourrait venir affiner cette expression en disant on imagine plus facilement le perfectionnement du capitalisme à cause de ses propres représentations de la fin du monde, plutôt que le démantèlement du capitalisme, de la société industrielle, pour mettre un terme au désastre en cours. Et par ailleurs, la plupart des gens continuent d'adhérer aux promesses de bonheur de la société marchande, mais ils savent maintenant que ces promesses ne pourront être augmentées indéfiniment, pour des raisons écologiques. Et dans ce contexte, le catastrophisme n'est pas conçu pour faire renoncer à ce mode de vie si enviable, mais pour faire accepter les restrictions et les aménagements qui permettront, espère-t-on, de le perpétuer. Danger du prophétisme révolutionnaire. Le prophétisme révolutionnaire, c'est pas nouveau et il prend des nouveaux visages. L'espoir de la catastrophe salvatrice, c'est l'effondrement qui va tous nous sauver, censé régénérer l'humanité et puis lui faire accéder à une nouvelle conscience sociale et écologique automatiquement, mécaniquement, et en fait c'est encore une autre forme d'adhésion au catastrophisme. C'est s'en remettre à un effondrement inéluctable, prédit scientifiquement, qui renversera la société industrielle à notre place. C'est l'effondrement qui va faire notre boulot. Mais bien sûr, c'est une illusion dangereuse, c'est une autre forme de prophétisme révolutionnaire, et se laisser fasciner et accabler, en même temps, par les projections du catastrophisme officiel, par les calculs et les modélisations informatiques, contribue à détruire toute volonté ou ambition
et à perdre l'impulsion d'agir directement sur son sort, sans certitude ni garantie. La prise de conscience n'est pas nécessairement un facteur de révolte. Ça va froisser quelques libéraux. Celui-là, je pense que c'est un paragraphe qui va plaire à Cyril Dion et un petit peu tous les obsédés de la prise de conscience aux effets miracles. La dégradation irréversible de la vie terrestre, due au développement industriel, a été signalée et décrite depuis plus de 50 ans. Parmi les lanceurs d'alerte, nombreux sont ceux qui espèrent une prise de conscience, qui elle-même entraînera un changement quelconque. Ils et elles sont convaincus que la connaissance de l'étendue du désastre et de ses conséquences inéluctables ébranlera le conformisme social, voire fera émerger une conscience critique radicale. Et malheureusement, ce qu'on observe au contraire, c'est que la connaissance toujours plus précise de cette détérioration participe surtout à l'adaptation à des conditions de vie toujours plus détériorées. Le catastrophisme anticipe la catastrophe pour mieux nous y adapter. Si les masses savaient, elles se révolteraient, est donc un postulat faux. L'histoire moderne illustre au contraire, chez les dites masses, une assez constante détermination à ne pas se révolter en dépit de ce qu'elles savaient. L'apathie, de plus en plus généralisée depuis les années 70, tend plutôt à montrer que ce n'est pas la connaissance qui crée la révolte, mais c'est la révolte et le goût de la liberté qui sont un facteur de connaissance. Et enfin, s'émanciper de la société industrielle. Le régime des experts ne veut évidemment pas démanteler la société industrielle. Il veut la maintenir, tout en prêchant des renoncements aux populations qui vont devoir se serrer la ceinture en termes d'alimentation, de déplacement, de mode de vie, etc., pour que le système se maintienne. Mais ces contraintes du présent ne sont rien d'autre que celles qu'impose le maintien et la généralisation planétaire d'un mode de vie industriel condamné. Or, on pourrait voir le problème autrement. Le démantèlement du système de besoins actuel, de la société administrée et de son appareillage technologique ouvre des perspectives d'émancipation. Ce démantèlement nous permettrait de retrouver les contraintes matérielles directes et de les affronter sans intermédiaire, ce qui constituerait immédiatement une forme d'émancipation. Et alors peut-être que ce ne serait pas seulement un problème de renoncement bien douloureux que de se priver des commodités de la vie industrielle, mais au contraire, un immense soulagement et une sensation de revivre enfin. Le fin mot de l'histoire et de ce livre, c'est qu'il faut donc à tout prix éviter de succomber au chantage de la bureaucratie, à cette union sacrée avec l'État et l'industrie pour pouvoir sauver la planète, et garder à l'esprit ce souvenir que l'action de quelques individus ou de groupes humains très restreints peut, avec un peu de chance, de rigueur, de volonté, avoir des conséquences incalculables.